merci encore pour votre participation à tous sur cette étape du Tour de France de la Charte de la diversité, donc qui fait étape à Marseille ce soir. Nous sommes sur une douzaine de villes en France et le Tour de France se terminera le 15 mars prochain à Paris. Je souhaitais en particulier remercier l'ensemble de nos partenaires présents ce soir, en particulier la préfecture des Bouches-du-Rhône, la région Sud, l'UP13, la CCI Aix-Marseille-Provence, la NDRH Provence, la CCI de région, également en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le CJD, Émergence, le PMPM Centre, FAS Sud-Provence, le Crépi Méditerranée, et puis l'AGFIP, ainsi que nos partenaires nationaux, France Télévisions et l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Pour démarrer cette soirée, cet événement, on va appeler sur scène Marie-Florence Bulto-Rambaud, qui est conseillère régionale, présidente de la commission lycée, apprentissage, formation professionnelle, emploi et jeunesse à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si vous voulez bien, Marie-Florence Bulto-Rambaud, tentez l'aventure digitale avec nous. Je veux bien, j'ai appuyé sur un bouton. On vous entend. Donc on vous entend. C'est ça. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à Madame la Préfète, que je vois qui se connecte. Écoutez, je suis ravie que cette étape de Tour de France de la Charte de la diversité s'arrête ce soir à Marseille. C'est la deuxième fois, je crois qu'en 2018, ce tour s'était arrêté à Nice. Ah, ça refait écho du coup. Oui, on vous entend bien. Alors, on est sur des étapes souvent, enfin, une année sur deux. Et donc, Marseille a été à de nombreuses reprises une ville-étape. Et nous étions traditionnellement accueillis dans les locaux de la préfecture en présentiel. Voilà, écoutez, donc, ravi d'être là au nom du président Renaud Muselier pour juste vous rappeler que nous sommes très attachés à ce que vous faites et notamment à tout ce qui touche à la responsabilité sociétale des entreprises, la diversité et l'aide aux populations les plus en difficulté ou les plus éloignées de l'emploi, c'est désormais dans notre ADN. Je vois un certain nombre de personnes qui étaient là la semaine dernière lors de la venue d'Elisabeth Borne, puisque nous avons signé le plan, enfin, je dirais, le plan régional d'investissement dans les compétences qui s'adresse donc au même public que le vôtre, en grande partie, donc aux personnes qui rencontrent des difficultés pour s'insérer dans l'emploi, durablement ou moins durablement. Voilà, donc sachez que nous continuerons à vous accompagner dans vos actions. Voilà. Donc, comme il y a encore écho, je vais m'arrêter là, je crois, mais je suis là si besoin. Merci pour votre intervention et pour l'appui de la région, l'appui qui est régulier et qui date déjà d'il y a un certain nombre d'années. Nous allons proposer à Marie Aubert de poursuivre les interventions. Donc Marie Aubert, préfète déléguée pour l'égalité des chances à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si vous voulez bien également. Bonsoir à tous. Merci pour cette organisation. Je sais que c'est compliqué pour avoir nous-mêmes essayé ce mode de communication avec pas mal d'intervenants. C'est toujours un peu sportif. Désolée de ne pas avoir pu vous recevoir en présentiel à la préfecture cette année. J'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. C'est avec un très grand plaisir, en tout état de cause, que nous vous retrouvons ce soir, à la fois les acteurs du service public de l'emploi, évidemment, les représentants du monde économique, les entreprises, puisque c'est d'abord à vous que destinez cet événement, pour cette étape marseillaise du Tour de France de la diversité. Merci aussi à la Cité, en particulier à vous-même, Madame Fuchs, d'avoir maintenu et su adapter cet événement à cette situation particulière. Parce que je pense qu'il est absolument indispensable, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, de saluer l'engagement des entreprises pour faire de l'égalité des chances une réalité dans notre pays. Comme vous le savez, les engagements qui ont été pris dans le cadre de la Charte de la diversité, qui a été signée en 2004 par maintenant un peu plus de 4000 entreprises en France, participent à la concrétisation de cet objectif qui doit tous nous animer, puisque c'est un objectif avant tout républicain. Il est, vous le savez, au cœur même de mon action. Il prend notamment la forme d'une charte spécifique qui est le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises,
que nous avons signé avec un peu plus de 60 entreprises dans le territoire pour les Bouches-du-Rhône, et dont l'un des engagements est précisément de garantir des processus de recrutement non discriminatoires qui mobilisent des outils pour favoriser l'égalité des chances, quel que soit le prisme et l'acception qu'on a de cet objectif. Chacun de nous peut agir, je pense qu'on en est tous persuadés, un certain nombre d'entre vous le montrent déjà, pour favoriser la diversité et permettre à tous les talents d'émerger. Je citerai simplement quelques beaux projets que nous soutenons ici à la préfecture, notamment les projets qui sont conduits par des entreprises comme Airbus ou Synlab qui vient de nous rejoindre pour s'engager auprès des élèves de 3e de collège REP+, à la fois de Marseille et de Vitrolles, pour sensibiliser les jeunes à leur métier, au métier de l'industrie, au métier de la science, et pour lever les a priori mutuels qu'on peut parfois et souvent malheureusement encore avoir dans notre pays sur le monde de l'entreprise. Ce sont les opérateurs aussi qui nous aident à conduire les stages de 3e, alors même si cette année c'est là aussi rendu un peu compliqué par le contexte sanitaire, avec Dégance en stage, Énergie Jeune, LEPC, FAS notamment, qui accompagnent 27 collèges de REP+, du département pour leur donner accès à des stages dans nos entreprises et leur permettre de découvrir des filières et des métiers qui sont méconnus d'eux. CEFAS Sud-Provence également, qui organise avec des collèges et ses entreprises partenaires des ateliers de découverte des métiers du numérique, par exemple pour les jeunes filles, avec une action spécifique comme l'action Wi-Fi. Je pense encore, je pense que le directeur est présent ce soir également, à Kedge, qui a mis en place cette année à la rentrée une école entrepreneuriale réservée aux jeunes entrepreneurs de nos quartiers. C'est une première en France et j'espère qu'elle sera bonne école. C'est la table de Cana aussi. On y était très récemment encore en visite avec Madame Moreno, la ministre en charge du portefeuille de l'égalité des chances, qui accompagne par exemple des femmes qui sont déjà insérées dans la vie, mères de famille qui ont des difficultés pour se remettre dans une recherche d'emploi et à qui on propose une offre de formation haute couture, si je puis dire, en se relançant dans leur vie professionnelle à travers un CAP cuisine et un chantier d'insertion. C'est la mission locale qui est là aussi ce soir, Pôle emploi, l'APEC ou Cap Emploi qui nous accompagne aussi quotidiennement et qui accompagne aussi les demandeurs d'emploi du département. Enfin, c'est d'abord, sans les entreprises qui sont là ce soir et qui acceptaient de parrainer tous ces jeunes pour leur apporter les petits coups de pouce souvent qui font juste la différence parce qu'on n'a pas de réseau quand on est notamment originaire des quartiers prioritaires et que ça peut faire la différence. Voici juste quelques exemples. J'ai été déjà sans doute un peu trop longue. Des nombreuses actions inspirantes et vivifiantes. Je pense que c'est deux mots que je voudrais retenir aussi. J'espère que vous aussi nourrissez pendant ces témoignages aujourd'hui. Parce que les quartiers prioritaires sont souvent vus comme des quartiers à problème, on va dire. Je voudrais qu'on en retienne une autre image. C'est des quartiers qui sont en majorité jeunes, je le dis souvent, mais je pense que c'est vraiment une chance pour notre département. Il faut savoir s'en saisir et le monde de l'entreprise est plein d'une belle énergie dans ce département pour pouvoir les aider. Et je sais que nous y contribuerons encore cette année. Juste vous dire un petit mot là-dessus aussi. La jeunesse est, je crois, aujourd'hui un des objectifs majeurs de notre travail au niveau des services de l'État. À travers le plan Un jeune, une solution, on a essayé de faire des outils pédagogiques, notamment avec tous les acteurs du service public de l'emploi pour rendre vraiment accessibles les dispositifs qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui et aux entreprises pour les embaucher ou leur offrir des parcours notamment d'apprentissage, par exemple. Donc, je vous invite à aller consulter ces documents. On pourra aussi vous les renvoyer si vous souhaitez
via Charlotte Panty, ma chargée de mission développement économique, qui peut être votre relais aussi pour avoir ce type d'informations. Simplement, deux mesures qui sont importantes et qui correspondent bien, je pense, aux objectifs des discussions que vous pourrez avoir ce soir. Le recours au dispositif des emplois francs qui vous permet de toucher une aide directe qui peut aller jusqu'à 17 000 € sur 3 ans pour toute embauche en CDI d'un jeune issu des quartiers prioritaires. C'est très simple à mettre en œuvre et à demander et qui peut faire la différence, notamment pour des TPE ou PME qui voudraient saisir cette opportunité pour offrir leur chance à un jeune de nos quartiers. La possibilité aussi de bénéficier d'une aide de 4 000 € pour l'embauche d'un travailleur handicapé. Je crois qu'une des entreprises lauréates cette année de ce prix s'est particulièrement engagée pour lutter contre la discrimination à l'égard des personnes handicapées et c'est un bon levier aussi qui peut être utilisé. Voilà, les défis, comme vous voyez, sont vraiment très nombreux, évidemment, pour lever ces freins à l'emploi et à l'insertion. Mais je suis certaine, vu la qualité des personnes qui sont autour de la table ce soir, que les débats seront riches d'enseignements. Et j'espère qu'ils permettront aux entreprises qui sont là avec nous aussi de nous rejoindre dans ce beau combat, si je puis dire, parce que ça en est un quand même. Et je pense que plus que jamais, on a besoin d'être tous mobilisés compte tenu de la situation sanitaire et sociale qui va encore être malheureusement notre avenir proche en tout cas, parce qu'il faut pouvoir donner des perspectives notamment aux jeunes de nos quartiers. Voilà, merci. Merci, Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances, Madame Marie Aubert, pour votre intervention. Merci également d'avoir rappelé l'importance de l'articulation de l'ensemble de ces dispositifs pour l'insertion, l'inclusion et l'emploi. Je pense notamment au dispositif Un jeune, une solution, au pacte, à la France une chance, qui sont des dispositifs très essaimés ou qui se diffusent partout sur les territoires et qui interviennent de façon tout à fait complémentaire à la charte de la diversité. Donc l'articulation de l'ensemble de ces programmes et dispositifs est importante pour bien fonctionner ensemble. Je vais à présent passer la parole à Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité et délégué général des entreprises pour la Cité, qui nous rappellera en quelques mots finalement l'histoire de cette Charte de la diversité, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, qui aujourd'hui s'inscrit dans ce mouvement et où on en est en quelques éléments chiffrés. Le son d'abord. Parfait. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'écho. Merci beaucoup Elisabeth, mais merci aussi de rendre possible cet événement dans toute sa complexité technologique. Merci Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances, Madame Marie Aubert, Madame la conseillère régionale, Madame Marie-Florence Bulto-Rambaud. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir pris le temps d'ouvrir cette étape marseillaise du Tour de France de la diversité. Merci aussi à toutes les personnes qui vont intervenir ce soir et spécialement notre ambassadeur Emmanuel Laurent, ambassadeur de la Charte de la diversité de la première heure et également gérant du bel établissement de restauration l'ambassade de Bretagne que vous connaissez probablement à Marseille. Emmanuel Laurent est aussi auteur-compositeur et vous aurez la chance de le retrouver à une table ronde dans quelques instants. Enfin, bonsoir à toutes et à tous. Grand merci d'être avec nous en ligne ce soir. Donc, pour démarrer notre soirée, elle a un petit peu démarré, mais pour bien la démarrer, je voulais vous donner un chiffre qui va nous réchauffer le cœur. La charte, c'est aujourd'hui, et là je vais me permettre de corriger Madame Aubert, près de 4200 signataires sur tout le territoire en France, 16 ans après la première édition du texte en 2004. Pour vous dire que ça avance vite parce que Madame Aubert a dit 4000, je crois. Au début de ce tour, je disais 4100.
à la fin de l'année dernière, et maintenant je dis déjà 4200. Alors qu'est-ce que ça veut dire une poignée de signataires en 2004 et aujourd'hui 4200? Ça veut dire que la charte s'est fortement développée sur les territoires, dans les régions, ce qui fait qu'aujourd'hui, les signataires de la charte, ce sont 80% de PME. Alors ça démontre la vitalité sur les territoires, de la diversité dans les entreprises. C'est vrai dans les Bouches-du-Rhône, où plus d'une centaine d'entreprises ont déjà rejoint la charte et dont certaines se sont engagées très tôt. Un peu d'histoire aussi pour vous rappeler que la charte de la diversité, en 2004, était la première charte européenne et qu'elle a donné l'exemple à 23 autres chartes. En résumé, notre charte, c'est aujourd'hui un engagement territorial, une fierté nationale et un rayonnement international. Important également de noter que parmi les signataires, on compte de plus en plus aux côtés des entreprises, de collectivités locales, d'associations et même d'écoles. On en aura d'ailleurs la preuve marseillaise dans quelques instants. Et ça, c'est un autre très bon signal car ça montre que c'est la société dans son ensemble qui fait aujourd'hui système pour plus de diversité. Secteur privé, public et associatif parviennent à conjuguer leur action, à faire jouer les complémentarités, communiquer ensemble. C'est tout l'esprit de cette soirée, je crois, et celui de notre charte. Alors, nos parrains, je détaille pas parce qu'Elisabeth en a un petit peu parlé, c'est France Télévisions et la NCT. Cette année, je les remercie chaleureusement. On sillonne non pas les routes, mais les fibres de France, 12 étapes. Aujourd'hui, c'est la 9e à Marseille. C'est un tour résolument tourné vers l'emploi dans le contexte de fortes tensions économiques et sociales qu'on connaît. On aura 2 tables rondes ce soir pour parler de la situation, mais surtout des solutions, notamment pour la jeunesse. Et c'est très important à ce moment où on peut craindre que la peur, que le repli sur soi ne fasse parfois passer les ambitions de diversité au second plan. Alors pour éviter ça, la charte, c'est à la fois un rempart et un guide. Elle nous invite à toujours être vigilants, ne pas baisser la garde, se placer dans une logique d'amélioration continue. La force de la charte, c'est de communiquer sur son engagement, c'est le plus important, d'échanger sur les bonnes pratiques, les solutions, et de montrer que la diversité, c'est possible, c'est vertueux. Et là, je vais copier Madame Opère, c'est inspirant. Et la force de la charte, c'est aussi le bilan réalisé tous les 2 ans. On aura un bilan cette année, à la fin de cette année. C'est essentiel pour mesurer les avancées, identifier les tendances, surtout les priorités, pour qu'on puisse vous apporter tout au long de l'année les meilleurs contenus, notamment via notre site et nos newsletters. Et enfin, la force de la charte, c'est surtout ses signataires. Parce que nous sommes si fiers de porter les ambitions des signataires, de porter vos ambitions et de leur donner de la voix. Et je crois, Elisabeth, que ça fait une bonne transition pour passer ce micro à 2 nouveaux signataires. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup Yann pour ton intervention au titre du secrétariat général de la Charte de la diversité, pour le rappel vraiment de ce mouvement national, alors territorial, national et européen, donc qui a essaimé partout en Europe avec 23 chartes aujourd'hui sur le territoire. On appelle à présent avec nous en visio et donc en visibilité Alexandre de Navaille, qui est directeur général de l'école Kedge Business School, et Anne Rouche, responsable du développement de l'innovation sociale et des partenariats au groupe Lavarap. Si vous voulez bien nous rejoindre, activez vos caméras. Donc, Madame Anne Rouche, on vous voit. Et Monsieur de Navaille, Alexandre, si vous voulez bien ensemble venir sur scène virtuelle. Vous êtes ce soir 2 nouveaux signataires de la Charte de la diversité. On est ravis de vous accueillir parmi nous. Alors, Kedge, c'est finalement une confirmation puisque Euromed avait signé il y a bien longtemps. Donc, on a une assise locale, territoriale, historique par l'école Kedge, qui est aujourd'hui confirmée par la signature, et je laisserai M. Danay détailler tout ça, mais par Kedge Business School au niveau France. Et pour la VARAP, on s'est dit, mais finalement, comment se fait-il que vous n'ayez pas déjà signé ou signé plus tôt ? Et on se dit, il est peut-être temps de le faire. Voilà, donc ces réflexions qui ont été engagées en amont. Alors Anne, comme on vous voit, on va peut-être vous proposer de prendre la parole en première, et on passera également la parole ensuite au directeur
général de Kedge Business School. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie les entreprises pour la Cité pour cette invitation à signer cette charte, en effet un peu tardive pour nous. Signer cette charte pour nous, c'est une évidence, c'est aussi une reconnaissance, bien sûr, mais c'est une manière de nous engager à aller plus loin. C'est un guide, comme vous l'avez dit, Yann, parce qu'à la VARAP, on veut changer la donne. La diversité, c'est un peu une affaire de famille chez nous, c'est presque une affaire de cœur. Vous en parlez, c'est forcément parler d'abord de nos activités, mais aussi de ce qui nous anime depuis 30 ans. Alors, je pense que parmi les participants ce soir, il y en a pas mal qui nous connaissent, mais pour juste recadrer un peu les choses, la VARAP, c'est un des pionniers de l'inclusion en France. On a une raison d'être qui est de donner un rôle à jouer à chacun et à chacune dans la société. Alors, comment on y arrive? On y arrive en faisant confiance, a priori, en chaque personne, surtout dans les personnes qui, justement, manquent de confiance. On y arrive aussi en replaçant de la reconnaissance pour que chacun et chacune puisse exprimer son potentiel et en offrant la possibilité à ces personnes d'exercer un travail au sein de nos entreprises, mais aussi et surtout au-delà dans vos entreprises, puisqu'on est une entreprise d'insertion et que les personnes qui passent chez nous, elles y passent pour un temps donné qui est de 2 ans maximum. Et donc, signer cette charte, c'est le reflet de 30 ans de vie et d'expérience de la diversité, mais c'est aussi aller plus loin, comme je vous le disais. C'est d'abord réaffirmer une première chose pour nous. La diversité, ça se décrète pas, ça se vit, ça s'éprouve. Pour s'y adapter, les visages déjà de la diversité, ils changent. Ils ont accompagné les métamorphoses de la société depuis des années. Ils sont toujours plus pluriels. On a des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des quartiers prioritaires, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais aussi des zones rurales. On a des personnes en situation de handicap. Toutes ces personnes, elles font la VARAP depuis 30 ans. C'est pas toujours simple, la diversité, mais c'est une chance. Je les ai nommés parce que c'est une manière pour nous de nous assurer qu'on restera jamais sur du vernis quand on parle de diversité. On vit avec ces personnes chaque jour à la VARAP, on apprend à les connaître, à les intégrer, à les faire grandir. Et c'est devenu une force chez nous, être ce petit laboratoire, ce reflet de la société. C'est devenu une force qu'on veut préserver et faire grandir. Et vous l'avez si bien dit, on a mis du temps à s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on est en retard sur la signature de cette charte. Peut-être parce qu'on était trop occupés. Mais du coup, voilà, c'est notre chance, c'est notre force. Et c'est aussi, je finirai là-dessus, c'est un moteur qui est puissant. C'est ce qui nous permet tous les jours à la VARAP de nous remettre en question et de dessiner ce qu'on va faire à l'avenir. Parce qu'on veut aller plus loin. On veut créer un lien plus fort, plus organique avec toutes les entreprises en partageant notre savoir-faire. Alors, notre savoir-faire, c'est quoi? C'est de donner les clés à toutes ces personnes qui ne les ont pas pour s'intégrer, pour se maintenir dans l'emploi, pour se développer. Et aller plus loin, c'est mettre tout ce savoir-faire à votre service, au service des entreprises, en tout cas de celles qui ont envie de tenter l'aventure. Et donc, l'avenir de la VARAP, c'est plus seulement de préparer les profils pour elles, mais c'est de préparer ces profils de la diversité pour vous tous, pour que demain, ils s'intègrent durablement dans vos entreprises. Voilà, merci beaucoup et on est vraiment très honorés de signer cette charte ce soir. Merci beaucoup, Anne Rouch, pour votre présentation du groupe, de vos actions, de votre engagement. Et vraiment, on est ravis de vous intégrer enfin dans le mouvement. Et c'est une grande joie et sans doute qu'on aura l'occasion de construire des partenariats encore plus forts en vous connaissant mieux et en valorisant encore mieux les initiatives que vous portez. Je vais à présent proposer à Monsieur Alexandre Navaille de présenter l'engagement de Kedge Business School, qui a déjà été un peu évoqué par Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances, qui vous connaît, qui apprécie les actions de Kedge sur le terrain. On a connu Euromed, on connaît très très bien Monsieur Carteron localement et
nationalement et internationalement. Il est voilà, sur les actions RSE. Donc, dites-nous en plus aujourd'hui sur les raisons de la signature de la charte par Kedge Business School. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi au niveau national? Eh bien, bonsoir d'abord, Madame la Préfète, bonsoir, Madame la Conseillère. Merci, Elisabeth, bonsoir à tous. Peut-être un mot de Kedge, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde nécessairement connaisse Kedge. Peut-être certains connaissent Remède, effectivement. Kedge est une école qui est issue du rapprochement de Remède et de BEM. BEM, c'est Bordeaux École of Management, c'était il y a 7 ans. Voilà, c'est néanmoins une école qui a 150 ans, de par la présence ou l'existence de ces deux écoles bordelaises et marseillaises, qui a aujourd'hui un peu plus de 14 000 étudiants, près de 200 professeurs, 4 campus français et un ou deux campus internationaux également. Alors, Kedge souhaite avant tout être exemplaire, et je crois que l'exemplarité passe par des signes forts, et signer la charte aujourd'hui est un signe fort. Kedge est une école originale, durable et inclusive. C'est la première de nos 3 promesses qui sont la fondation du plan stratégique pour 2021-2025 et après, que l'on vient de présenter et de faire approuver avec notre conseil d'administration d'ailleurs. Et la stratégie de Kedge s'appuie sur un socle de valeurs qui a été exprimé par ses professeurs et ses collaborateurs, et en particulier 5 valeurs: l'exigence, l'engagement, l'ouverture d'esprit, l'intégrité et l'humilité. Vous voyez que l'ouverture d'esprit, qui est finalement aussi un des fondements de la diversité, est au centre de ces 5 valeurs. Et enfin, nous sommes réellement animés par 5 objectifs fondamentaux que sont l'expérience étudiant, l'engagement des collaborateurs, la durabilité, l'inclusivité et la pérennité économique. Et donc encore une fois, via l'inclusivité, vous voyez un rappel très clair dans notre stratégie, écrite comme telle, de la diversité, avec cette idée aussi que notre performance sera mesurée de façon extrêmement régulière au regard de chacun de ces objectifs. Régulière, c'est mensuel quand on pourra le faire mensuel, annuel quand on pourra le faire annuel, et chacun de ces 5 objectifs sera aussi suivi par un comité au sein de l'organisation, et donc en particulier un comité qui veillera à la diversité au sein de notre école. Et en particulier pour l'inclusivité ou la diversité, l'école souhaite construire ou participer à la construction d'un index qui, il me semble, n'existe pas forcément comme tel aujourd'hui. Et des discussions ont d'ailleurs cours en ce moment avec certains responsables politiques, en particulier au gouvernement. Donc vous l'aurez compris, Kedge veut s'engager totalement et avec passion dans l'idée de répondre et de contribuer, vous en parliez tout à l'heure en citant Jean-Christophe Carteron, contribuer aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU, et en particulier les objectifs qui concernent la diversité sont le 1, 4, 5 et 10, par exemple, la lutte contre la pauvreté, l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes et la lutte contre les inégalités. Donc vous l'aurez compris, on souhaite être une école absolument exemplaire, fondamentalement conscient aussi de notre responsabilité en matière de recherche et de formation des générations de demain. Tous nos parcours incluent une part de réponse à ces objectifs du développement durable. Et nous croyons qu'en parallèle d'avoir des parcours très ciblés et très spécifiques RSE, en réalité, il faut diffuser et infuser à l'ensemble de nos étudiants via leurs cours ces objectifs, et donc la diversité, dans toute la pédagogie. Donc signer la charte aujourd'hui nous engage réellement, rend visible et concret finalement cette promesse d'inclusivité, mais d'ores et déjà, un certain nombre de nos actions, et Madame la Préfète a cité par exemple le lancement de l'école entrepreneuriale, voilà, on a lancé un certain nombre d'actions, on n'est pas resté inactif ces dernières années depuis la dernière fois que Remède avait signé la charte. Et pour ne citer que quelques exemples, le fait d'être une école, nous formons donc des managers responsables, on fait passer à l'ensemble de nos étudiants en entrée et en sortie de cycle un test qui s'appelle le SULI-test, qui a été monté par Jean-Christophe Carteron, et qui est d'ailleurs un test visé par l'ONU, hein, qui est reconnu internationalement aujourd'hui. On a des cours sur le gender studies, on a des cours sur le disability management. Notre recherche
et aussi très ancrée dans la réponse à ces objectifs du développement durable et de la diversité. On travaille main dans la main avec la Fondation Younous, par exemple, pour le développement de projets entrepreneuriaux sociaux ou sociaux, si je le mets au pluriel. On a un centre d'excellence sur le développement durable qui traite en particulier de l'égalité des sexes. On a une chaire en management et handicap. Voilà, toutes ces questions qu'on se pose, la recherche à Kedge, nos 175 professeurs qui sont quasiment tous des professeurs-chercheurs, des enseignants-chercheurs, tentent d'y répondre. Et puis, on encourage évidemment l'égalité des chances et de traitement. Vous parliez de l'école entrepreneuriale. Ces 20 étudiants qui, aujourd'hui, à Marseille, peuvent monter leur projet entrepreneurial sur une durée de 3 ans, dont les études sont entièrement financées. Au bout de 3 ans, ils seront diplômés, qui ont aussi une bourse de vie. On travaille main dans la main avec un certain nombre de partenaires, dont la Fondation des Apprentis d'Auteuil en particulier. Et ça n'est qu'une première pierre à l'édifice. Notre intention est, depuis Marseille, de déployer cette école entrepreneuriale sur le reste de nos campus en France, à Bordeaux, à Paris, à Toulon et ailleurs. Nos associations étudiantes sont extrêmement engagées également. Je pense à Phoenix, qui est une association marseillaise qui prône et qui soutient l'égalité des chances. C'est 130 étudiants marseillais qui s'engagent pour permettre à 300 jeunes des quartiers prioritaires de la ville d'accéder à l'excellence, en particulier à travers les cordées de la réussite. Ce sont des dispositifs au sein même de l'école, enfin, comme le dispositif handicap, qui, depuis 2014, facilite l'accueil des personnes en situation de handicap, avec 40 référents bénévoles mobilisés pour ce faire. C'est notre dispositif Wellness, qui soutient psychologiquement les personnes qui en ont besoin, et animé par des bénévoles, encore une fois. C'est notre cellule signalement qui permet de régler des situations de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles. Et enfin, c'est notre dispositif CAP, qui permet de lutter contre les barrières sociales et financières et qui permet tous les ans de fournir pas loin de 1 million d'euros de bourses à des étudiants qui en ont besoin, et qui a permis aussi, à travers ce dispositif, de débloquer un peu plus de 100 000 euros récemment de fonds d'urgence pour des étudiants qui en ont besoin au cœur de cette crise Covid qui n'en finit pas. Vous voyez que Kedge est actif, Kedge souhaite l'être encore plus, a des ambitions, souhaite mesurer ses ambitions, et encore une fois, signer cette charte aujourd'hui, c'est réellement prouver notre engagement, l'écrire noir sur blanc, le stamper, comme on dit en anglais, et démontrer encore une fois cette idée de vouloir être exemplaire, évidemment pour les jeunes qui passent chez nous, mais pour toutes les entreprises partenaires et l'ensemble de l'écosystème marseillais et national et international, puisque nous avons une résonance internationale aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre engagement. Merci à tous les deux. On voulait vous projeter un film extrait de l'étape nantaise du Tour de France de la diversité où Madame la ministre Elisabeth Moreno nous rappelait l'importance de l'engagement des entreprises. Si vous voulez bien, et Jean-Yves, j'espère que techniquement, on y parviendra. Notre responsabilité collective voir ce petit extrait de la prise de parole de Madame Moreno. Notre France plurielle doit pouvoir se déployer pleinement dans tous les domaines et dans tous les échelons de notre société. C'est la condition sine qua non pour en faire une République unie. C'est une question de justice, mais c'est aussi l'unique voie pour revitaliser notre pacte républicain, aujourd'hui attaqué de toutes parts. Parce que si l'égalité est écornée, la liberté et la fraternité qui font le triptyque républicain deviennent orphelines. Sans elles, elles n'ont plus de sens. Nous sommes donc aujourd'hui à un tournant. Nous vivons un moment de prise de conscience, mais il ne peut y avoir de diversité sans politique de promotion de la diversité. Et c'est l'un des cœurs de ma mission. Et il n'y a pas de politique de promotion de la diversité sans acteurs engagés. Sans vous, sans l'investissement des associations, des entreprises, des collectivités, toutes les politiques publiques que nous pourrions mettre en œuvre seraient vaines. Car nous devons absolument jouer collectif. La promotion de la diversité est un défi qui tire notre société vers le haut. Il repose, selon moi, sur ce que j'appelle ce triptyque gagnant-gagnant, qui réunit à la fois les acteurs publics, les associations
et les entreprises. Cet engagement positif nous concerne tous. Cet engagement positif, nous devons le rendre vivant, nous devons le rendre concret. La double crise sanitaire et économique que nous traversons ne doit absolument pas le faire passer au second plan, bien au contraire. Alors pour celles et ceux qui hésiteraient encore à rejoindre la charte de la diversité, je n'ai qu'un seul et unique dernier message. Engagez-vous. Merci beaucoup. La ministre, Madame Moreno, a eu des mots très forts, hein, très dynamisants sur l'importance de l'engagement collectif, quelles que soient nos structures, que l'on soit une association, que l'on soit une entreprise, que l'on soit une institution, un acteur de l'État. Chacun peut, à son niveau, faire quelque chose pour le collectif et vraiment, les petits pas de chacun, c'est le mouvement des colibris, hein, les petits pas de chacun feront la force de l'engagement de tous. Merci encore pour vos témoignages. On va appeler les participants. Pardon. On va appeler les participants à la première table ronde à nous rejoindre. Si vous le voulez bien, activez vos micros, vos caméras. Merci à tous les quatre d'être avec nous sur cette thématique importante, chère à tous. C'est la question des générations nouvelles, des jeunes, l'emploi des jeunes et aussi celui des habitants des quartiers. On sait que le taux de chômage est extrêmement élevé actuellement dans les quartiers. Toute une série de dispositifs ont été mis en place par l'État pour renforcer la mobilisation des entreprises, des aides significatives et des dispositifs souvent complémentaires. Donc, on va vous proposer de parler un peu chacun à votre niveau, avec vos structures, vos expériences, sur ce que vous vivez avec les jeunes et ce que vous faites avec les jeunes pour maintenir leur accès à l'emploi, le renforcer avec l'aide des entreprises engagées autour de nous. Alors, on va démarrer par Brigitte Cavallaro, donc de la mission locale de Marseille, qui, si je ne me trompe pas, est l'une des plus anciennes et la plus grande de France. C'est exact, c'est la plus grande de France. Nous nous tirons un petit peu la bourre, si vous me passez l'expression, avec Paris. Comme toujours, et on est ravis. Absolument. Donc, voilà, savoir un peu ce que vivent les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils vous disent, et ce qu'ils attendent des entreprises, et également les actions, voir un peu les actions que vous faites avec les entreprises qui fonctionnent bien. Si vous me permettez de saluer l'ensemble des participants et puis de rebondir aussi un petit peu sur ce qu'a dit Madame la Préfète, notamment par rapport à cette jeunesse et cette jeunesse de nos quartiers particulièrement, puisque nous sommes un peu focalisés ce soir sur ce sujet-là. Mais cette jeunesse, effectivement, il faut qu'on arrive à la considérer non pas comme une jeunesse à problème, mais comme une jeunesse à potentiel. Et vous me pardonnerez, mais en recevant chaque année plus de 20, voire 25 000 jeunes par an au niveau ne serait-ce que marseillais, je peux vous garantir que ce potentiel, il existe réellement et quelle que soit son origine, son lieu d'habitation ou son niveau scolaire. Tout simplement pour vous dire que ces jeunes à aujourd'hui, alors en plus particulièrement avec cette crise Covid, sont en grande attente et sont encore plus prêts peut-être à s'engager de façon durablement pour proposer auprès des entreprises de notre territoire, à proposer leur talent, à proposer de s'engager à partir du moment où on est aussi en capacité de les écouter et surtout par rapport à cette génération que nous accompagnons en mission locale qui sont des jeunes entre 16 et 25 ans, donc ils sont plutôt une génération maintenant Y et Z et on se rend bien compte, voire alpha, on se rend bien compte qu'ils ont des attentes vis-à-vis des entreprises et des propositions. Donc, un des premiers messages que je pourrais faire passer, et Madame Germani qui est là, on a eu l'occasion d'en échanger déjà, et elle le vit aussi à travers des partenariats et puis quelques actions que nous avons pu mener ensemble. Ces jeunes-là, ils ont des propositions à faire et les entreprises que nous sommes, puisque avec 220 collaborateurs, je peux vous garantir que je sais de quoi je parle aussi, nous devons en prendre conscience. Et un des aspects de cette charte de la diversité qui va accueillir des nouveaux intervenants ce soir, c'est aussi cette méthode collaborative, cette méthode inclusive auprès des collaborateurs des structures que nous dirigeons les uns et les autres. Et il ne faut pas s'en priver.
C'est vrai que c'est compliqué dans la génération que nous sommes, entre les, pardonnez-moi pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais entre les 40 et les 60 ans, à aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un peu de difficulté à comprendre cette demande et on se prive probablement de belles compétences. Pour ce faire, au niveau de la mission locale de Marseille, on développe effectivement de nombreuses politiques publiques que l'on adapte au niveau local et au niveau territorial. Donc, Elisabeth, vous en avez parlé, il y a le plan Un jeune, une solution, avec notamment pour les entreprises de grandes facilités administratives et économiques pour embaucher ces jeunes-là. On travaille aussi de façon très importante avec un grand réseau d'entreprises et notamment Fabrice Halimi au niveau de la CCI, c'est bien de quoi je parle puisque nous avons un engagement des entreprises extrêmement fort à travers le mentorat, mais je ne vais pas te squeezer, Fabrice, tu en parleras bien mieux que moi. Encore une fois, nous avons également avec un engagement fort avec les partenaires du territoire, notamment la région et notamment l'État aussi sur tout ce qui tourne autour de la formation, parce que sur notre territoire, on voit bien que c'est une des difficultés d'accès à l'emploi pour cette jeunesse. Au-delà des compétences qu'ils peuvent développer et qu'ils peuvent posséder, il y a un véritable besoin de formation et de formation tous azimuts. Et merci aux entreprises du travail temporaire dont je suis issue, donc j'y suis toujours un peu plus sensible. Laetitia sait de quoi je parle et nous avions aussi normalement une intervenante, nous avons Bénédicte, je crois, Bénédicte Guibou, qui est peut-être sur une autre table ronde, mais avec qui on travaille régulièrement parce que les entreprises de travail temporaire ont une grande capacité vis-à-vis de cette jeunesse, c'est de répondre à une demande immédiate. Et on sait que c'est une des caractéristiques de cette jeunesse, un besoin immédiat. C'est vrai que quelquefois c'est un test qui n'est pas toujours concluant, mais pour autant souvent c'est aussi un test révélateur. Et donc cette jeunesse que nous accompagnons au quotidien à travers des dispositifs multiples et variés, notamment la garantie jeune qui accompagne de façon très intensive ce public jeune et qui nous permet d'identifier franchement de véritables pépites. Je vous invite, les entreprises qui sont de cette séquence aujourd'hui à réellement nous solliciter au quotidien pour que nous puissions vous les proposer, les mettre en valeur et faire en sorte que dans le développement que j'espère vous allez reprendre très très vite puisque aujourd'hui nous sommes tous en difficulté par rapport à cela, qu'à travers ce développement, on pourra vraiment vous accompagner à travers cette jeunesse du territoire qui, si on s'en occupe pas, d'abord de façon un peu boutade, qui paiera nos retraites, et ensuite, surtout, si on ne s'en occupe pas, on se prive de beaucoup de potentiel et on se prive surtout d'innovation, et je crois qu'on en a tous besoin. Je ne sais pas, Elisabeth, si j'ai répondu à votre demande, mais mon discours est extrêmement ambitieux pour cette jeunesse et je sais qu'il sera entendu par nombre d'entre vous. Merci beaucoup, Brigitte Cavallero, pour votre intervention, pour avoir appuyé également l'importance de l'action collective et de tous ces dispositifs dont les entreprises peuvent se saisir, les aides de l'État notamment, et d'avoir rappelé aussi les mouvements déjà engagés par des collectifs d'entreprises, et elles sont nombreuses à vous appuyer, et on en parlera également avec les autres intervenants autour de la table. Les énergies sont foisonnantes aujourd'hui. On parle parfois de mouvements encore renforcés par la crise. Cette crise, oui, renforce et parfois décuple les capacités de chacun parce qu'on ne veut pas les laisser certains jeunes ou les jeunes au bord de la route pour ces questions injustes de crise sanitaire et de difficultés qui doivent rester ponctuelles. Laetitia, si tu veux bien prendre la suite au nom d'ADECO et de votre engagement, alors on a autour de la table et sur différentes interventions, plusieurs entreprises signataires du pacte, engagées dans la France Une Chance, qui ont pu activer de nombreuses fois les contrats du plan Un jeune, une solution, et notamment les emplois francs. Donc, on a pensé à te solliciter. Et donc, tu travailles avec le pli MPM Centre et notamment Émergence. Alors, on est plusieurs opérateurs sur le pacte. Peut-être que tu peux expliquer ce qui est fait et ce que vous faites actuellement au niveau d'ADECO. Alors, il faudra activer ton micro.
Merci. Bonjour à tous. Merci de me laisser l'occasion d'intervenir sur cette table ronde. Effectivement, je travaille pour le groupe ADECO. J'interviens au niveau du pacte sur ce qu'on appelle les solutions emploi, donc sur l'ingénierie d'emploi durable. Donc, je mets en place beaucoup de dispositifs, notamment avec les partenaires de l'emploi, comme la mission locale, effectivement, où j'interviens sur Marseille, mais aussi avec Emergence et puis bien d'autres associations. Donc, on a pour objectif de remettre à l'emploi, effectivement, des personnes issues des quartiers prioritaires. Sur l'année 2020, qui a été une année effectivement compliquée au vu du contexte sanitaire, on a pu effectivement déléguer 750 intérimaires, dont 311 sur le département des Bouches-du-Rhône, dont 128 jeunes au niveau de Marseille. Et on a eu surtout l'opportunité de pouvoir les accompagner sur des parcours de formation en alternance. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, créer la compétence, on a cette possibilité de créer la compétence. Et c'est vraiment une belle opportunité d'aller rechercher des talents de tout horizon, notamment dans les quartiers prioritaires. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est effectivement d'aller chercher cette ressource, ce savoir-être, cette capacité d'apprentissage. Et effectivement, comme l'a dit Madame Cavallaro, il y a beaucoup de compétences, des compétences effectivement sur lesquelles on peut passer à côté par manque de connaissances ou de préjugés. Pour moi-même, avoir été recrutée directement dans les quartiers, effectivement, ce sont de belles personnes, qui ont envie, qui sont motivées et à qui il faut laisser la chance. Et on a de beaux parcours, de belles réussites. Et aujourd'hui, on a intégré, via l'alternance notamment, des jeunes issus des quartiers qui sont en CDI, auxquels on a donné un niveau de qualification et qu'aujourd'hui, on continue à monter en compétences sur des niveaux de responsabilité supérieurs parce que l'objectif, c'est vraiment de les accompagner sur des métiers, notamment en tension, en fonction des bassins d'emploi. Donc, c'est ma sensibilité. Je travaille sur cette partie, notamment sur la responsabilité sociétale, surtout la région PACA et plus particulièrement sur Marseille. Et donc, notre ambition sur Marseille cette année, c'est de mettre en place 100 parcours de formation en alternance et notamment avec nos partenaires locaux et aller recruter les talents dans les quartiers. Merci beaucoup Laetitia et je voulais par ta voix également remercier l'engagement de l'ensemble des entreprises signataires du pacte dans les Bouches-du-Rhône. Elles sont plus de 60 aujourd'hui, accompagnées par les opérateurs FAS Sud Provence, Crépi Méditerranée, Émergence et les entreprises pour la cité. C'est un engagement qui fait suite à la charte entreprises et quartiers qui date des années 2013. Certaines ont signé dès 2013 et poursuivent leurs actions sur le terrain. Et cet engagement du pacte est amplifié par les clubs La France Une Chance. Donc ce mouvement engagé par le ministère du Travail, en complément déjà de l'action engagée par le ministère de la Cohésion des Territoires. Et on est ravis d'accueillir à nos côtés Fabrice Halimi, qui pilote le club La France Une Chance pour les Bouches-du-Rhône. Alors, Fabrice, peut-être que vous pouvez nous indiquer quelques actions phares menées actuellement par le club et puis nous dire un petit peu dans quel état d'esprit les entreprises avancent à vos côtés. Avec plaisir. Bonjour à tous. Peut-être je contextualise, si vous voulez bien, avant de répondre à la question de manière focus. Je suis vice-président à la Chambre de commerce et je m'occupe plus spécifiquement des sujets d'emploi, de formation et d'insertion. Avec la conscience, on va dire, à la Chambre que une entreprise, pour qu'elle avance, elle a besoin de ses deux jambes. D'un côté, c'est un carnet de commandes, et de l'autre côté, c'est finalement des collaborateurs pour fabriquer les commandes, quel que soit le secteur d'activité. Donc l'emploi, c'est totalement, complètement et absolument le sujet des entreprises. Pour nous, il n'y a absolument pas de discussion là-dessus. Une CCI, que ce soit ici ou ailleurs, c'est généralement un tiers de confiance sur son territoire. Ici, on porte deux actions majeures. Donc, vous l'avez évoqué, le club La France Une Chance, avec l'instruction nationale et puis la déclinaison Un Jeune Une Solution. Et puis, on a aussi inventé, ici sur ce territoire en particulier, Tandem, le hub du mentorat. Donc, dispositif qui a été, je le répète, initié sur Aix-Marseille-Provence.
L'emploi des jeunes, plus particulièrement, parce que c'est bien le sujet, c'est une priorité pour la CCI. C'est un enjeu essentiel, évidemment, pour le développement du territoire. Un développement harmonieux sur le plan économique, ça veut dire nécessairement un rayonnement et une attractivité de ce territoire. C'est un bassin d'emploi qui se porte bien. Si mon territoire va bien, je vais bien, et tout ça, ça fabrique un cercle vertueux. Et donc, encore une fois, je le répète, on n'est pas étranger à tout ça, bien au contraire, on est complètement plugué. La jeunesse de ce territoire, c'est une force, c'est un atout évidemment, mais puis on peut le dire avec d'autres mots un peu plus sympathiques. C'est un terreau d'innovation, c'est porteur de réussite, c'est porteur d'exemplarité aussi. Et là encore, on se retrouve dans un cercle vertueux. Et donc on a tous collectivement, et donc nous aussi, le devoir d'inclure cette jeunesse, de l'aider à trouver le moyen de se développer et de trouver le bon plug dans l'activité économique. Pour autant, et j'apprends strictement rien à personne, trouver un job, c'est pas toujours une évidence. Et dans cette période de crise sanitaire, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de petit boulot, même en précaire. Il y a évidemment le public jeune éloigné de l'emploi, qui est un vrai sujet. Et par rapport à ça, il y a un besoin, encore une fois, d'harmonisation entre le jeune en question et les entreprises en général. Sur la compétence propre, c'est évident, mais sur le savoir-être, on sait tous ce que ça veut dire, on sait tous à quel point un entrepreneur ou un chef d'entreprise ou un RH, quand il va recruter, il va bien entendu recruter sur une compétence métier, mais il va aussi et surtout aujourd'hui recruter sur la base d'un savoir-être. D'où ce dispositif Tandem Lab du mentorat. Merci Brigitte, parce que Brigitte Cavallaro et l'émission sont très concernés, très plugués. C'est un partenaire vraiment de premier choix avec le conseil départemental et la région en institution. C'est ni plus ni moins finalement que ce que nous ferions tous avec un neveu, un filleul, un cousin, un petit frère, quelqu'un de notre entourage proche. C'est-à-dire, c'est lui donner les moyens, en fait, de l'aider à traverser ce chemin un peu souvent opaque pour celui qui n'est pas dedans, ou pour celui qui n'y a jamais été en tout cas. Et donc, c'est le coacher pour lui permettre de l'aider à travers notre propre réseau. C'est le soutenir, l'encourager, l'aider tout bêtement à surmonter ses peurs et ses craintes pour ni plus ni moins favoriser son employabilité. Et les chiffres, on les connaît parfaitement. Un jeune qui va se retrouver seul aura une chance de réussite grosso modo de 1/3, de 30 à 35%. Il en a un peu plus que 2 fois plus, donc on est environ à 75% de réussite quand on a du mentorat, du coaching, du parrainage, appelons ça comme on veut, ça n'a aucune importance, le principe c'est le même. Et sur l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est aussi le sujet de la chambre de commerce, et quelque part, l'entrepreneuriat, c'est aussi créer son job dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, souvent, quand ça marche, c'est créer aussi des emplois. Et donc, on a le même taux de réussite dans l'entrepreneuriat. 35% de taux de survie des entreprises nouvelles à 3 ans, plus de 75% avec du mentorat. Donc, on agit aussi à la Chambre auprès des entreprises, à la fois pour leur rappeler les dispositifs d'aide à l'embauche. Je ne vais pas refaire ce qui a déjà été dit et puis ça se trouve assez aisément, mais c'est en ce moment en tout cas des aides exceptionnelles dont les entrepreneurs ne doivent pas se priver. Et puis, on aide aussi les entreprises à combler le fossé qui existe entre toutes ces boîtes qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas, qui ont des grosses difficultés de recrutement. C'est assez aberrant, mais c'est comme ça. Et les jeunes qui trouvent pas non plus. Donc, on marche un peu sur la tête et on essaye, en tout cas, d'avoir ce rôle de passerelle entre ces deux univers qu'il faut absolument plugger. Merci beaucoup, Fabrice. Concernant le club, je suis trop long, c'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Merci, je pense à la deuxième table ronde, donc on va peut-être un mot encore,
Et on va passer la parole à… En fait, vous m'avez posé tout à l'heure, le Club des Bouches-du-Rhône, c'est composé de chefs d'entreprise leaders qui sont engagés sur les actions inclusives, le bien commun, l'intérêt général, le recrutement par des voies alternatives, notamment l'apprentissage est hautement stratégique. Voilà. Merci. Et effectivement, merci encore, beaucoup de porosité entre les engagements du pacte qui reprennent les stages de 3e pour les jeunes des quartiers et la France Une Chance, avec beaucoup de complémentarité et des entreprises qui se retrouvent dans tous ces dispositifs. J'ai vu Laetitia opiner du chef sur la question de la pénurie de compétences dans certains métiers. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans les entreprises. Il y a réellement du travail. Après, c'est assurer l'adéquation qui n'est pas toujours simple. Emmanuel, comment ça se passe au niveau de Caporal et de la NDRH? Alors, Caporal est très connu pour tout son engagement auprès des jeunes, avec beaucoup de mise en situation directe dans les magasins, des très beaux partenariats territoriaux. Et vous avez également impulsé une belle action, et plusieurs actions d'ailleurs au niveau de la NDRH Provence. Peut-être que vous pourrez nous illustrer tout ça par quelques exemples concrets. Oui, alors je vois l'heure qui tourne et d'ores et déjà, beaucoup de choses ont été dites et c'est d'ailleurs très vivifiant, je trouve. Et je suis ravie de pouvoir témoigner, d'apporter un complément côté entreprise. Alors donc effectivement, avec ces deux casquettes, je suis donc DRH de la société Caporal et en charge des projets RSE et je suis présidente de la NDRH Provence. Donc voilà, je vais vous essayer de mettre en avant des points importants au niveau des entreprises, en tout cas de ces deux fenêtres-là. Donc côté Caporal, effectivement, de nombreuses initiatives. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Et finalement, mais quand même quelques-unes, donc que ce soit effectivement Sans Chance Emploi avec la mission locale, un parrain d'emploi avec Pôle emploi, Sésame Jeunes Talents avec l'APEC, Des Gains sans stage, excellente initiative, je crois, qui est promue d'ailleurs par Ambassade de Provence ce soir. Voilà. Provet phare, mais de nombreuses entreprises associées. Voilà, Télémac, Scola, la fameuse boutique école Scola avec Apprentis d'Auteuil et Marseille Solutions. Voilà, donc beaucoup d'initiatives. Et en fait, au travers de ces initiatives, ce que nous essayons de faire chez Caporal, c'est que finalement, l'insertion, ce ne soit pas, excusez-moi l'expression, le truc d'à côté. En fait, l'inclusion doit devenir une part du fonctionnement de l'entreprise. Ça doit finalement être son ADN. Parce que l'entreprise, elle ne vit pas à côté de son monde, elle vit dans le monde. Elle vit dans la cité et à ce titre-là, elle a une responsabilité. Et donc, finalement, ces actions d'insertion, et c'est comme ça en tout cas qu'on le voit chez Caporal, bien, finalement, ça doit être son quotidien. Et au travers de toutes ces expériences, alors parce qu'effectivement on est sollicité, mais aussi parce qu'on les trouve, parce qu'elles nous paraissent enthousiasmantes, c'est un moyen pour nous finalement d'associer aussi nos collaborateurs et de les faire participer à la vie de la cité. Voilà. Et je pense que l'insertion, elle va pouvoir, et l'inclusion, elle peut se faire comme ça quand ça devient finalement quelque chose de normal et quelque chose du quotidien. Et je peux vous dire que nos collaborateurs, quand on les associe, donc on a des tuteurs Télémac, on a dans le cadre d'un parrain d'emploi, donc on a des personnes également qui ont suivi des jeunes. Il y a aussi une richesse qu'on reçoit dans l'entreprise. Ça, on ne le mesure pas souvent. On a toujours l'impression qu'on donne. Finalement, quand on donne, on reçoit. Voilà, et finalement, plus on en fait chez Caporal, plus on se dit à chaque fois à quel point c'est bien, à quel point on est content de le faire. Voilà, et puis il y a aussi une notion de fierté des collaborateurs. Quand on partage ces initiatives, ils sont contents, ils disent on est content et fiers que notre entreprise, finalement, ne soit pas que là pour vendre des vêtements, ou les fabriquer, ou les inventer, mais aussi soit contributive. Voilà, côté entreprise. Côté NDRH Provence, nous avons, en tant qu'association des directions des ressources humaines, évidemment une mission sociétale, là aussi, j'allais dire quasiment de fait. Et dans une crise telle que celle que nous la connaissons aujourd'hui, il est absolument impensable de ne pas se mobiliser. Donc, nous avons réfléchi à comment le faire. Alors, évidemment, nous avons relayé des initiatives auprès de nos adhérents, typiquement Un jeune et une solution, dont nous avons à plusieurs reprises décrypté effectivement les aides et autres et mécaniques du dispositif. Et à côté de ça, nous avons décidé de faire une expérimentation qui s'appelait les New Job Days, en rassemblant finalement les acteurs, c'est-à-dire les entreprises, les écoles, et effectivement, donc les DRH et la NDRH Provence. Et nous avons travaillé main dans la main avec l'APEC. Nous avons monté une série de 8 webinaires avec 24 entreprises en leur disant, voilà,
on va vous proposer de raccourcir la distance entre l'entreprise et le jeune. Tout à l'heure, Fabrice disait effectivement, c'est quand même aberrant. Il y a des entreprises d'un côté qui cherchent, qui ne trouvent pas. Il y a des jeunes qui cherchent, qui ne trouvent pas. On a l'impression que ce sont deux mondes parallèles. Et on s'est dit, on va, avec cette initiative, c'était vraiment expérimental, durant 8 journées, 8 moments, permettre à 3 entreprises finalement de se dévoiler, d'expliquer pourquoi on peut postuler chez elles, comment ça peut fonctionner, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, quelles sont les attentes. Et les jeunes étaient en contact direct avec le DRH ou le responsable recrutement de la société. Et finalement, cette expérience était extrêmement intéressante puisque au-delà d'une simple offre d'emploi, d'une simple fiche de poste, peut-être que les jeunes ont un peu mieux compris qu'à un moment donné, effectivement, on parle de soft skills, on parle de compétences comportementales, qu'on parle de valeurs, et que quand il y a ce match entre l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et ce qu'est le jeune, quand il y a une histoire pour le jeune à raconter, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc c'était un moyen aussi à côté de ça, de montrer qu'il y a des choses qui se font, que la période est difficile, mais qu'il ne faut pas renoncer à l'espoir. Parce qu'au travers de ces 24 entreprises qui ont tout de suite répondu présent, et je peux vous dire qu'on a même dû refuser des entreprises en disant on va faire une deuxième session, mais là, on est plein. Et bien finalement, il y a beaucoup d'opportunités. Il y avait des stages, il y avait des alternances, il y avait des CDD, il y avait plein de choses. Donc on s'est dit, mais c'est quand même incroyable et il faut quand même pouvoir le dire aux jeunes. Il faut qu'ils gardent l'espoir parce que dans cette période-là, on peut leur tendre la main. Et en tout cas, nous, au niveau de la NDRH, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Germani pour votre témoignage et merci à tous les 4. Vous nous faites une transition parfaite sur finalement l'envie des entreprises qui subsistent. On a plus d'entreprises qui ont envie de s'engager que finalement de propositions à faire. Et c'est finalement la transition vers la deuxième table ronde sur diversité et performance, comment agir pour l'inclusion de tous dans ce contexte économique inédit. On pourrait se dire, avec cette crise économique, on arrête tout, on se concentre sur le cœur du business, on arrête toutes les actions sociétales, toutes les actions pour l'inclusion, les jeunes, les fragiles, etc. Business first. Et en fait, en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, les entreprises ont parfois encore plus envie d'agir. Alors, je vais appeler autour de la table Jean-Christophe Barusso, Didier Anfou, Bénédicte Guibou, Emmanuel Laurent et Benjamin Borel. Donc, Jean-Christophe Barusso est directeur émergence PLI Marseille-Provence Centre. Didier Anfou, directeur régional in extenso, président de l'UP13 sur le Conseil du territoire d'Aix-en-Provence. Bénédicte Guibou est responsable RSE et formation de JobLink Staffeasy. Emmanuel Laurent, gérant de l'ambassade de Bretagne, auteur-compositeur, ambassadeur de la Charte de la diversité, qui a plein de choses à raconter sur 2 secteurs, la restauration et la musique, qui sont très impactés par la crise économique, et Benjamin Borel, cofondateur et co-gérant de la SCIC Boussole et Pain et Partage. Jean-Christophe, tout le monde le connaît à Marseille, je pense. Je ne pense pas que quelqu'un puisse ne pas connaître Jean-Christophe, qui est donc directeur du PLI MPM Centre, qui agit sur le territoire depuis longtemps, qui a aussi créé l'association Émergence, porteuse du label Amplitude. Et nous étions intéressés à l'entendre pour notamment avoir son analyse sur ce que vivent aujourd'hui les structures d'insertion sur le territoire et sur la mobilisation des entreprises. Est-ce que c'est plus dur? Est-ce qu'au contraire, elles se renforcent? Et comment tout ça se vit sur le terrain? Alors, bonjour à toutes et à tous. En fait, effectivement, on avait cette année si particulière, l'an dernier, qui était une année si particulière et ça perdure un peu, on avait une grosse crainte que les entreprises, effectivement, soient un peu auto-centrées et que la crise économique si particulière et si forte l'an dernier les amène à oublier quelque peu les engagements qu'elles avaient pris avec nous. Et on a été, finalement, c'était pas si surprenant, mais on a quand même été très agréablement surpris de voir qu'au contraire, en période de crise économique, mais aussi sociale, les entreprises, en tout cas celles que l'on connaît et avec qui on a l'habitude de travailler, ont plutôt eu tendance très majoritairement à renforcer au contraire leur engagement. 2 exemples pour ça. Tu en parlais tout à l'heure, Elisabeth, on anime le label Amplitude sur Marseille-Provence,
l'an dernier, on avait, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, puisque finalement tout à l'heure, il y avait Emmanuel Germani et Caporal est labellisé, Benjamin Borel, Boussole est labellisé, Joblin est labellisé. Bon, ils sont tous labellisés, Emmanuel Laurent aussi. Ils sont tous labellisés, oui, mais on n'a que des entreprises engagées aujourd'hui, multi-engagées. Et donc, l'an dernier, le label se reconduit tous les 3 ans. Donc, l'an dernier, on avait 23 entreprises qui devaient reconduire leur labellisation et on s'est dit que le taux de reconduction de labellisation ne serait pas forcément peut-être très bon parce que les entreprises avaient autre chose à faire. Et on a, je crois, eu le meilleur taux de reconduction depuis plus de 10 ans, depuis la création du label, parce qu'effectivement, on a des entreprises qui ont dit on reste sur 2 fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est l'engagement sur notre territoire, c'est l'engagement par rapport à nos salariés. Et finalement, encore une fois, c'est la preuve absolue que pour certaines entreprises de plus en plus nombreuses, performance sociale et performance économique s'additionnent pour devenir performance durable et performance globale. Donc là, de ce point de vue-là, on a été extrêmement surpris, agréablement surpris. Le deuxième exemple, pour parler d'entreprises partenaires du PLI, sans forcément être labellisé. Je pense à EDF, avec qui nous travaillons beaucoup. C'est vrai qu'on a été amené à revoir nos modes de collaboration, mais EDF a très vite développé une plateforme qui s'appelle Human Pact et qui a permis pour nous d'être référencés sur cette plateforme en présentant un certain nombre d'actions qu'on proposait, d'actions bénévoles à faire auprès des gens que nous accompagnons, parrainage, mentoring, simulation d'entretien, etc. Et ça a permis aux collaborateurs, aux collaboratrices d'EDF de se positionner via cette plateforme pour dire, moi, sur l'émergence qui propose des simulations d'entretien, je me positionne. Et comme ça, le matching a été fait de manière assez fluide et assez facile. Et je crois que l'année dernière, 2020, les actions bénévoles menées par EDF et par beaucoup d'autres entreprises, je ne cite qu'EDF, mais il y en a beaucoup d'autres, ont été finalement sur ce type d'actions plus nombreuses que d'habitude. Oui. Donc finalement, là encore une fois, une agréable surprise. Mon ancien président disait on ne peut pas être une entreprise qui gagne sur un territoire qui perd. Là encore, il y a beaucoup d'entreprises pour le montrer aujourd'hui, effectivement, pour s'engager de plus en plus auprès des gens que nous accompagnons, jeunes ou moins jeunes. Donc un message peut-être à passer aux entreprises présentes pour compléter et finir peut-être sur le label, donc continuer à s'engager dans le cadre du label, peut-être sur certaines actions. Est-ce que tu as envie de mettre en valeur certaines actions en particulier ? Écoute, non, mais j'entendais M. Tanguy parler tout à l'heure d'amélioration continue, de démarche qualité finalement et de progression permanente. Le label Amplitude, c'est un peu ça. Hein, c'est un label qui permet justement, qui s'inscrit dans cette démarche d'amélioration continue et qui fait qu'année après année, effectivement, on renforce ses engagements en permanence. Donc, je ne peux que dire aux entreprises qui nous écoutent et qui ne sont pas encore labellisées, je ne sais pas s'il y en a, de venir nous rejoindre. C'est un label, là pour le coup, moi j'ai une casquette de directeur d'émergence qui anime le PLI, mais c'est un label territorial, c'est-à-dire que quels que soient ses engagements sur le territoire, auprès de la mission locale, de dossiers, d'EPID, de créateurs d'entreprises, nous sommes là pour valoriser les organisations qui s'engagent. Merci beaucoup Jean-Christophe. On souhaitait également donner la parole à Didier Anfou pour le regard de l'UP13. Alors les UPE par le MEDEF sont des engagés historiques autour de la charte de la diversité puisque le MEDEF est partenaire historique depuis 2004 de la charte de la diversité et impulse le mouvement partout en France. Aujourd'hui, que vous disent les entreprises lorsque vous leur parlez diversité? Est-ce qu'ils ont tendance à vous dire diversité c'est pour plus tard quand j'aurai le temps et que ça ira mieux? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'idée plutôt de se renforcer et de se dire il faut qu'on soit solidaire pour s'en sortir ensemble? Alors, bonsoir tout d'abord. Et effectivement, ce soir, j'ai une double casquette, celle de directeur du groupe Inextinso Provence. Et je voulais rebondir sur les propos, si vous me permettez, Elisabeth, avant de parler MEDEF, mais d'Inextinso, juste pour dire que nous sommes labellisés labellisés Amplitude depuis novembre 2019. Et ça a permis de faire un grand pas, parce que je crois que tout le monde en a parlé tout à l'heure. Il faut que ce soit du win-win, il faut que l'entreprise qui soit labellisée en ait un profit pour attirer également des compétences. Aujourd'hui,
pardonnez-moi le nom, mais c'est hop, je vais retrouver. Madame d'Adeco, pardonnez-moi pour le nom. Laetitia Padovani. Pardon, ça y est, je ne trouvais pas sur mes notes et j'en suis désolé. Parler justement de ces difficultés à recruter. Alors, nous, dans les milieux comptables, on se dit, ça y est, avant, c'était hyper facile d'aller recruter. Aujourd'hui, il y a une carence absolue dans nos métiers, donc il faut avoir une sensibilité différente, proposer autre chose, attirer des jeunes. Et le label Amplitude est très intéressant. Et juste pour terminer sur Inextinso, on a embauché en septembre plus de 25 jeunes en contrat d'alternance, donc ce qui signifie qu'on a vraiment cet engagement et d'aller chercher des jeunes d'horizons différents, mais de les amener et les accompagner dans leur démarche. Ça signifie également que si je réalise cela, c'est que je crois également au message du MEDEF et du PE13, qui, pour ceux qui ne savent pas, mais à l'an dernier, alors cette année, ça c'est faute de crise, on n'a pas pu le faire, mais il y avait un projet qui s'appelle Make the Choice, pour ceux qui connaissent, qui est un engagement de 100 jeunes, de quartiers un petit peu plus délicats, avec 100 projets, et de les parrainer. On parlait beaucoup de parrainage. C'est pas le tout de prendre quelqu'un, de le mettre sur une estrade, et puis après, quand la photo est faite, de descendre et repartir. Ce qui est important, c'est l'accompagnement et le soutien également permanent que l'on peut avoir auprès de ces jeunes-là. Il n'y a rien de plus intéressant lorsque le MEDEF, l'UP13 se met en route là-dessus, c'est d'ouvrir des portes. Voilà, il faut être facilitateur d'ouverture et de réseau. Effectivement, l'UP13 est extrêmement impliqué dans ce rôle-là, mais comme tous les acteurs autour de la table, mais il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste de ne pas laisser des gens sur le bas-côté de la route. C'est ce qu'on en discutait avec Elisabeth, je ne sais plus hier ou avant-hier, mais on ne peut pas laisser des gens sur le bas-côté. Ce n'est pas possible. Si on les laisse sur le bas-côté, on retrouvera demain moins de personnes dans les entreprises, peu de personnes sur des ronds-points, avec des gilets de la couleur que l'on veut, mais on aura des soucis. Donc, il faut être solidaire. Et cette crise qui est atypique, je l'apprends à personne, a démontré qu'il y avait une cohérence dans les entreprises. Je trouve que l'on est redevenu, enfin l'entreprise a un rôle social et sociétal, mais je trouve que cette crise, en tout cas, en tout cas pour la mienne et pour les entreprises du territoire aixois, a renforcé. On a un vrai message, on a la société, enfin l'entreprise qui a vraiment son rôle à jouer, et je trouve que ça marche de plus en plus. On a, pour répondre à votre question, que nous disent les entreprises, eh bien c'est un petit peu ça. Tout le monde s'est non pas refermé sur soi-même, mais on a un premier cocon, un premier cercle, qui est l'entreprise, et après on a celles qui sont à côté, et on arrive à faire, au travers de communautés, on parle de communautés sans être obligatoirement jeunes, on arrive à retrouver ces communautés d'intérêt au travers de l'entreprise et des entreprises avoisinantes. Voilà ce que je pouvais vous dire d'une manière brève, parce que je crois que le temps nous est compté. Merci beaucoup pour votre intervention, donc à la fois au nom d'Inextinso et du MEDEF et l'importance de la mobilisation collective. Je vais proposer à Bénédicte Guibou de poursuivre avec la vue de votre activité, et puis notamment sur le projet que vous menez pour les personnes en situation de handicap. Si vous pouvez un peu nous décrire votre engagement. Oui, bonsoir, merci. Je vais commencer. Donc, je m'appelle Bénédicte Guibou, je suis responsable RSE et formation au sein du groupement Joblink Staffeasy. Joblink Staffeasy, c'est un cabinet de recrutement et agence d'intérim qui a été créé sur Marseille en 2005 par 2 associés. Aujourd'hui, nous sommes 54 permanents répartis sur 12 agences en France. Dès la création de Joblink, nos dirigeants ont eu à cœur d'être un acteur sociétalement engagé sur le territoire et a traduit ces engagements au travers différentes chartes et labels tels que la charte de la diversité, Pacte et le label Amplitude, bien sûr.
Donc, je vais vous parler de la politique handicap que j'ai bien développée en 2017 sur une volonté de mes dirigeants d'en faire un axe fort de notre politique RSE. Quand on a partagé ce projet avec nos équipes qui sont composées majoritairement de recruteurs, les premières réactions étaient de voir de la difficulté par rapport à des représentations qu'ils avaient autour du handicap. Des difficultés pour l'adaptation de poste, des difficultés avec une imagination d'un absentéisme plus fort, des impossibilités sur certains métiers. Donc, on était complètement dans la représentation. Et quand on est allé voir nos clients pour présenter notre engagement, le recrutement leur paraissait aussi de suite un petit peu plus compliqué qu'un recrutement pour un candidat lambda, je dirais. Donc, pour faire évoluer le regard sur le handicap, on a sensibilisé l'ensemble de nos salariés en les formant. On a formé un référent expert dans chaque agence avec l'aide de Acto, notre OPCO, avec Cap Emploi et avec la GFIP. Donc, on a une personne dans chaque agence qui a une expertise sur le handicap un peu plus poussée. En parallèle, on a noué des partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs. Et puis, on a communiqué sur nos engagements en externe, en interne, sur la connaissance du handicap pour permettre à des personnes en situation de recherche d'emploi et en situation de handicap de venir vers nous, où le secteur de l'intérim parfois leur faisait un peu peur par rapport à des images pareilles de représentation de réactivité, de charge de travail ou autre. Donc cet engagement, tout ce qu'on a mis en place a demandé beaucoup d'investissement à l'ensemble de l'équipe. On les a emmenés sur des chemins un petit peu différents. On leur a demandé de modifier un petit peu leurs pratiques dans leur recrutement, dans la participation à des événements. Tout le monde s'est impliqué. Ça a été un super résultat en termes de dynamique d'équipe. Parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, une réussite dans ce secteur, c'est très engageant et les gens se sentent impliqués. Et puis, donc, ils ont passé beaucoup de temps à s'engager avant d'avoir des résultats. Et puis, tout allait bien. Et là, arrive 2020 et ses difficultés. Et donc là, les difficultés qu'on a rencontrées en 2020 sont venues d'une part de nos clients où on a eu une baisse des commandes. Et puis, on a eu une diminution des candidatures de candidats en situation de handicap. Et on a même eu des personnes qui étaient engagées dans des process de recrutement, qui étaient quasiment embauchées et qui ont arrêté le process parce que le contexte sanitaire était un petit peu trop pesant pour eux, leur faisait un petit peu peur. Donc, de ce constat, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire, quelles actions on allait pouvoir mener pour agir, pour maintenir notre activité vis-à-vis de ce public. Donc, on est parti d'un postulat. Le postulat, c'est que on a toujours des commandes au jour d'aujourd'hui, donc il y a toujours des opportunités, donc il ne faut pas lâcher dans les propositions de candidature auprès de nos clients. Et puis que demain, il y aura forcément des jours meilleurs. Et donc, la priorité, c'était de ne pas laisser à l'abandon tout le travail qui avait été mis en place et de continuer à maintenir un lien avec nos partenaires en participant à des événements tels que la semaine du handicap qu'on a eu dernièrement, organiser des job dating spécifiques en visio. Et puis, on a mené aussi une action en direction de demandeurs d'emploi en situation de handicap en partenariat avec Cap Emploi, où comme on a constaté une diminution des candidatures, on a voulu participer un petit peu à la remobilisation des personnes qui cherchaient de l'emploi et qui étaient dans cette situation. Voilà, donc on a demandé à nos recruteurs de faire des sessions de coaching. Et on a continué à faire notre communication vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires à travers les réseaux sociaux sur la connaissance du handicap et les aides à l'embauche. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a mené à ce jour. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un Covid ou une Covid qui va atténuer notre engagement, qu'on est toujours là et que recruter dans la diversité, c'est toujours recruter dans un environnement plus complexe et que finalement, oui, c'est plus dur, oui, c'est plus compliqué, oui, on fait plus d'actions, mais ça nous renforce les uns aussi avec les autres. Voilà, donc plutôt positif sur cette action. Merci beaucoup, Bénédicte Guibou. Je pense que vos paroles font complètement écho à Emmanuel Laurent et à ce qu'il vit lui aussi au quotidien. En fait, tout ce que vous faites apporte du sens et peut-être fédère les collaborateurs, les motive encore davantage à faire et permet de tisser des partenariats qui vous donnent des idées pour des projets nouveaux. Emmanuel, tu as dû, par la force des choses, aussi engager dans ce type de réflexion. Alors, j'ai un peu d'écho.
Moi, ça Donc, va. bon, alors je vais te laisser la parole très vite. Donc, comment tu vis les choses au niveau de la restauration et même de la musique aujourd'hui? Ah ben là, j'ai double casquette, hein, c'est-à-dire que restaurant totalement fermé, plus de scène pour les artistes. Donc voilà, en fait, on est créatif là aussi. Alors juste un petit mot, là je vois Jean-Christophe, effectivement, tout le monde à Marseille connaît Jean-Christophe. Hein, voilà, c'est quelqu'un qu'il est important de rencontrer aussi. Pour l'ambassade de Bretagne, en fait, comme disait Madame Moreno, notre ministre là, tout à l'heure, c'est un engagement. Donc on est tous engagés sur le même bateau. J'ai pris la décision au début du premier confinement en mars, fin mars, d'embaucher deux coachs qui à distance font des zooms avec toute l'équipe, avec tous mes salariés, afin de vraiment maintenir l'énergie pour réouvrir le plus vite possible. Donc on a réouvert le 2 juin et effectivement il y avait tout ce processus de travail collectif qui a été fait avant avec ces deux coachs a permis une belle dynamique de réouverture. Comme vous le savez, on a été refermé. On a pris un deuxième engagement, c'était en septembre, d'embaucher trois apprentis pour pouvoir donner du travail, un job à trois de ces jeunes. Malheureusement, avec le nouveau confinement, il y a peu de choses qui ont été faites ensemble, si ce n'est à distance. On arrive quand même à faire un peu de travail à distance. Mais alors je précise, ce ne sont pas des apprentis en cuisine. On en a un aussi en cuisine, parce que là, il n'y a plus rien à faire. Ce sont 3 apprentis dans action commerciale, marketing et site web. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire à distance. Et je suis en relation avec leurs écoles et leurs maîtres de stage. Mais évidemment, la situation est complexe pour eux, puisque un de ces 3 jeunes passe son examen en juin. Les 2 autres sont là pour 2 ans en tout, donc on a quand même cette difficulté vis-à-vis de ces jeunes. Et à nouveau, les 2 coachs de la société Amicia travaillent avec l'ensemble de mon équipe pour pouvoir garder... vous voyez, moi j'ai une autre activité qui me prend énormément de temps, hein, la musique, la composition, que ce soit pour de la musique synchro à l'image ou écrire des chansons. Donc moralement je vais bien, mais je sais que dans mon équipe il y en a qui se sentent pas bien, et les médias en parlent aujourd'hui. La détresse des jeunes, c'est aussi la détresse de ceux qui ne travaillent pas. Donc on est très vigilant là-dessus. Donc ces coachs me permettent aussi de prendre le relais dans une parole qui est donnée, du ressenti, de pouvoir exister. C'est vrai que la formule non essentielle a été, ils ont été très touchés par ça, autant que les artistes d'ailleurs. C'était une erreur sémantique. Je comprends que la difficulté au niveau du gouvernement aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on fait. Mais après, il y a comment est-ce qu'on le dit aussi, c'est important. Donc voilà, ça a été des moments où on s'est retrouvés pour pouvoir en parler, que ce soit en visio ou directement à l'ambassade de Bretagne, puisque au moins une fois par mois, je demande à mes équipes qu'on se voit pour tous ceux qui le souhaitent. Ça permet quand même de créer du lien. Et la charte de la diversité, c'était le premier lien première cohésion d'équipe que j'ai pu faire avec ça. Pour nous, ça a été une chance. Et ça a été, tu connais l'histoire, hein, ça a été une surprise quand tu m'as appelé pour me dire qu'on était lauréat de la charte. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, c'était une vraie surprise et en même temps, ça a été une chance. Ensuite, j'ai rencontré des personnes chez Amplitude, donc Jean-Christophe et puis d'autres personnes qui m'ont accompagné sur ce label. Aujourd'hui, on est positionné sur le label Lucie, où là, on a 25 principes d'action qui, de façon exhaustive, balayent toute la RSE. Et c'est pas moi qui le fais, c'est toute l'équipe. Donc c'est vraiment un engagement et c'est vraiment quelque chose qui a été une chance pour l'ambassade pour pouvoir garder ces valeurs communes qui sont le socle d'une entreprise. Hein. Les valeurs, il faut vraiment les définir pour pouvoir tenir une entreprise. Quand j'ai entendu tout à l'heure la personne qui a expliqué que 35% des entreprises ne vivent plus après 2 ou 3 ans, mais 75% parce qu'il y a un parrain. Le parrain ou le mentor, en fait, il est là aussi pour baliser l'entreprise, pour créer les valeurs ensemble, pour qu'ensuite
on les vit ensemble, on les diffuse ensemble et on progresse ensemble. Donc, merci à la Charte de la diversité. Ça fait 10 ans, les prix de la Charte de la diversité à l'ambassade de Bretagne. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire au lauréat ambassade de Bretagne. Tu as parlé de l'importance de l'état d'esprit, de la cohésion interne, de l'accompagnement aussi au niveau finalement psychologique et de l'écoute de chacun des collaborateurs pour que chacun se sente bien dans l'entreprise, y compris dans les périodes difficiles, pour ensuite repartir plus fort ensemble. Sans doute que chez Pain et Partage, vous vivez une expérience un petit peu analogue, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et puis en même temps l'envie de poursuivre et la volonté de faire, et c'est sûr que ça va partir et repartir. Comment vous faites pour manager au quotidien? Bonjour à tous, merci pour l'invitation et la possibilité de témoigner. Donc effectivement, la gestion de cette période, comme beaucoup d'entreprises, est difficile, surtout pour nous. Pour le premier confinement, on a perdu entre 80 et 90% de nos commandes. Donc ça a été un questionnement fort de savoir si on fermait la structure et la production pendant le confinement ou si on continuait. Clairement, on a pris le choix de continuer pour pouvoir assurer l'approvisionnement de nos clients qui étaient positionnés sur le médico-social et qui continuaient leur activité, et puis aussi, surtout, pour nos équipes de salariés qui avaient besoin de garder du lien et de poursuivre leur activité. La gestion de cette période n'a pas été simple, parce que, comme pour beaucoup, parce qu'il a fallu arriver à expliquer ce qui se passait, notamment avec un public qui n'avait pas forcément toute la compréhension de cette problématique-là, et notamment des décisions qui étaient prises par le gouvernement. On a parmi nos publics, nous on est une structure conventionnée d'insertion pour l'activité économique, et on a parmi nos publics des personnes qui sont des primo-arrivants et qui ont une maîtrise de français qui n'est pas forcément aguerrie, et qui cette dimension de compréhension de toutes les annonces gouvernementales n'était pas forcément accessible pour eux. Donc il a fallu vulgariser ces éléments, il a fallu aussi gérer les peurs et travailler sur les a priori entre ceux qui pensaient, parce qu'on a effectivement des populations diverses chez nous, hein, et les a priori par rapport aux Roms, par rapport aux Comoriens, par rapport sur la circulation du virus, des choses comme ça. Donc ça a été des éléments sur lesquels il a fallu travailler avec toutes les équipes pour dépasser ces peurs-là et ces a priori. Et ce qu'on a fait, ça a été de le faire par rapport au travail, en fait. On a voulu valoriser le travail de tous, et notamment l'importance et l'implication de tous dans cette période de confinement. Et ça a été aussi l'engagement qu'on a eu dans des distributions de paniers solidaires, accompagner le dispositif qui avait été fait par la métropole, renforcer ce dispositif-là en mettant du pain dans les différents paniers, et poursuivre une action de solidarité vis-à-vis des plus fragiles, hein, des personnes qui étaient à la rue. Donc on a mobilisé des fondations qui nous ont permis de produire du pain et de distribuer ce pain-là gratuitement auprès d'associations caritatives. Et ces éléments ont été très appréciés par les équipes, parce que ça a vraiment mis en avant leur importance, ça a mis en avant leur travail, et ça a permis de garder du lien et de poursuivre l'activité économique. Et d'ailleurs, l'activité économique et sociale, hein, surtout. Et d'ailleurs, sur l'année 2020, sur la partie chantier d'insertion qu'on a, c'est l'année où on a eu le meilleur taux de sortie positive. Alors c'est un peu barbare cette dimension-là, mais c'est je dirais l'agrégat, ou en tout cas l'élément qui est regardé par nos partenaires publics, l'État et le département, pour mesurer en gros la performance sociale qu'on peut avoir. Et c'est effectivement cette année-là où on a eu le meilleur taux de sortie positive, avec notamment le plus de sorties en CDI et le plus de sorties en formation qualifiante. Donc ça a été plutôt positif pour nous. Il nous faut maintenant gérer toujours cette période-là avec cette baisse d'activité qui est importante, et
gérer un peu la longueur. Mais bon, je pense que cette longueur est pour tout le monde et pour tout le monde la même. Donc, voilà, les organismes sont un peu fatigués et on espère vivement pouvoir retrouver la normale. On a effectivement hâte de se revoir en physique et si possible dans les locaux de la préfecture, dans les beaux locaux et en vous sollicitant pour des activités de traiteurs ou de services et en faisant travailler toutes les personnes que vous avez en parcours d'insertion. Vous avez finalement constaté des choses tout à fait contre-intuitives, hein, comme Jean-Christophe Barusso, finalement plus d'insertion cette année que par le passé alors que la situation était plus difficile. Et comme Jean-Christophe a pu constater, plus d'engagement encore au niveau des entreprises labellisées alors qu'on pouvait s'attendre à une baisse très forte et des appels téléphoniques disant c'est pas le moment, j'ai d'autres occupations. Donc il y a vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie et peut-être que chacun justement en fait encore un peu plus pour tenir. L'enjeu c'est de tenir dans la durée, donc on se souhaite à tous de tenir dans la durée et je vous le souhaite à tous et j'espère pouvoir organiser ce type de manifestation en présentiel l'année prochaine à nouveau. On va passer sur la dernière séquence, celle des lauréats des prix de la diversité et peut-être mettre en valeur les jurés. Si Jean-Yves, tu peux nous aider à afficher le support. J'ose pas trop le faire de mon côté parce que le risque est grand de déconnexion ou de saute de PC. Donc, je vais pas m'y risquer. Si Jean-Yves, tu peux tenter le lancement du visuel des jurés. Sinon, je peux également les annoncer de vive voix. Alors, on a dans les jurés qui ont étudié les dossiers de la Charte de la diversité, des prix de la Charte 2020, Hélène Caron, directrice déléguée, direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous invite à activer vos caméras et à vous rendre visible. Sabira Perrault, service salarié demandeur d'emploi de la Direct PACA. Fabrice Greffet, vice-président du Club 13 La France Une Chance, élu CCI ex-Marseille-Provence et CCI Région PACA, président PACA de Prisme Emploi. Charlotte Panetier, chargée de mission emploi et développement économique à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui travaille donc dans les services de Madame Aubert. Et puis Géraldine Lardillon, responsable des services ressources humaines aux entreprises à l'UP13, Christine Montignac, qui travaille avec moi aux entreprises pour la cité, donc responsable de projet. Si vous voulez bien activer vos caméras et on va, sans plus attendre, annoncer le nom de la première entreprise lauréate. Si on peut poursuivre avec le slide et sinon je l'annonce de vive voix. C'est la société Assurante pour un prix égalité professionnelle femmes-hommes, remis par Hélène Caron et Fabrice Greffet à Elena Rouvière, qui est DRH d'Assurante. Si vous voulez bien prendre la parole, activez vos micros, vos caméras. Alors, à la fois Madame Rouvière, si on peut avoir une connexion directe, Hélène Caron et Fabrice Greffet pour un regard en tant que juré sur ce dossier. Bonsoir. C'est avec grand plaisir que je remets ce prix donc à l'entreprise Assurante. Donc, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, vous avez choisi de travailler sur l'égalité professionnelle et vous avez saisi vraiment comme une opportunité, une obligation réglementaire, celle de l'index égalité, et vous avez approfondi les différents axes, le recrutement, l'égalité salariale, l'évolution de carrière. Vous avez obtenu un excellent score, 99 sur 100, et vous êtes allé plus loin. Vous avez introduit l'égalité professionnelle de façon transversale dans toutes vos procédures RH en formalisant et en développant des outils opérationnels. Vous avez également investi la question de la parentalité et de l'équilibre des temps de vie. C'est un sujet important qui a été mis en lumière par la crise sanitaire avec le développement du télétravail. Les femmes sont particulièrement concernées car elles assurent encore majoritairement les tâches domestiques et familiales, mais les hommes bénéficient également des aménagements qui sont proposés. Donc, bravo donc pour votre engagement et le travail accompli. L'égalité entre les femmes et les hommes nécessite un engagement permanent qui ne se termine jamais. Donc, ce prix n'est pas un aboutissement, mais un encouragement pour continuer sur cette voie avec de belles opportunités pour mobiliser vos équipes, les collaborateurs et les collaboratrices pour qu'ils et elles participent activement à ce projet vraiment motivant.
Donc, bravo à vous. Merci beaucoup, Hélène. Peut-être Fabrice, si tu souhaites compléter. Je vais juste me permettre de compléter parce que ça a été très complet dans l'intervention. Moi, j'ai envie de dire, le choix du jury, il a été, comme ça a été dit, établi sur l'engagement de l'entreprise et sur leur propension à promouvoir la diversité et notamment l'égalité, car c'est quelque chose d'indispensable. Et quelle que soit, ça a été rappelé, la taille ou la nature de l'entreprise. Donc, je suis très heureux ce soir d'avoir pu participer à ce jury, puis de m'apercevoir finalement qu'on ne travaille plus en silo. Tout le monde a eu le label, mais il y a plein d'autres choses qui me font dire qu'on converge vraiment vers une volonté. Et depuis l'existence de cette charte, moi j'avais été présent quand il y avait Azus Begat qui était venu, les choses ont quand même évolué de manière considérable. Mais comme l'a dit tout à l'heure diverses personnes, ce qu'il faut, c'est vraiment continuer à s'améliorer. Et c'est souvent en plus un engagement à aller qu'un aboutissement. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça et je voulais vous féliciter en tout cas sur ce bel engagement d'égalité pro et de diversité. Merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, je vous indique que Madame Rouvière est connectée, mais ne peut pas monter sur scène. Donc, elle vous entend et elle apprécie certainement beaucoup vos témoignages et la lecture que vous avez faite du dossier d'assurante. Elle doit certainement être très frustrée. On l'interviewera ensuite, dans un second temps, pour avoir également son regard en tant que lauréate sur ce prix. Merci Fabrice, merci Hélène. Nous avons une deuxième entreprise lauréate, c'est le groupe Lavarap pour un prix insertion professionnelle et handicap, remis par Charlotte Panetier, chargée de mission emploi et développement économique à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à Céline Hassani, directrice des opérations Eureka Intérim, donc pour le groupe Lavarap. Alors peut-être quelques mots pour expliquer ce projet, la lecture des jurés. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, alors quelques mots rapides, hein, j'ai vu l'heure qui tourne. Déjà, j'en profite aussi pour remercier tout le monde de tous ces engagements et toutes ces belles actions qu'on a pu entendre ce soir en faveur de la diversité. Concernant Lavarap et le projet Eureka Handicap, c'est vrai qu'en tant que représentante de la préfète déléguée à l'égalité des chances et en particulier sur les sujets d'emploi et d'insertion, il m'a paru important de pouvoir encourager cette initiative d'un groupe qui est installé depuis longtemps maintenant au sein de nos territoires et des quartiers prioritaires de la ville et dont l'action est très importante. Et c'est pour cette raison qu'il nous a semblé important, voilà, de pouvoir les encourager sur cette nouvelle action, particulièrement en temps de crise sanitaire. Voilà, de voir qu'effectivement, il y a de nouveaux projets qui se développent dans ces temps-là, c'est vraiment une belle chose et c'est pour ça qu'on voulait les féliciter ce soir. Merci. Donc, c'est tout le groupe Lavarap qu'on connaît bien maintenant, qui est valorisé et récompensé au travers d'une action en particulier qui a été présentée par Céline Hassani, qui est l'entreprise adaptée de travail temporaire Eureka Handicap. Peut-être que vous pourrez un peu nous expliquer ce dont ça consiste. Alors, bonsoir à tous. Donc déjà, je vous remercie vraiment tous les membres du jury. Alors effectivement, même si Eureka Handicap est une nouvelle démarre à peine, est un nouveau modèle en fait d'entreprise adaptée, effectivement, elle est portée par le groupe Lavarap, vous l'avez cité, on en a l'occasion d'en parler, qui est pionnier effectivement dans tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Mais effectivement, l'idée, c'est de toujours aller plus loin dans la diversité et dans l'inclusion. Et aussi, je tiens à ce que j'ai la parole, à remercier aussi l'État, et donc via la Directe, qui nous soutient, qui nous subit des fois dans toute l'innovation qu'on peut proposer, dans tous les projets, et qui du coup, effectivement, nous accompagne évidemment, mais c'est important aussi de pouvoir avoir les idées, avoir les projets et de réussir à les mettre en œuvre. Et je tiens aussi à préciser que
je pense que aussi notre force au niveau de la VARAP, c'est aussi de savoir nous associer et de savoir monter des entreprises avec d'autres. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément seul qu'on réussira mais c'est vraiment pouvoir porter nos valeurs et pouvoir nous associer effectivement avec d'autres entreprises, de monter des co-entreprises avec voilà, qui ont leurs propres expertises. Et je pense que c'est ça notre force et c'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va encore pouvoir aller plus loin. C'est vraiment mutualiser nos énergies, nos forces. Et voilà, on le sait, hein, on ne va pas toujours très loin quand on est seul. Et donc, la mutualisation rend possible tous ces projets. Et effectivement, ce prix aussi, c'est un mot aussi pour toutes les équipes qui sont derrière. Voilà, tout à l'heure, on a eu un mot d'Anne Rouche qui fait partie des équipes. Mais voilà, je suis très honorée en plus de pouvoir voilà, vous remercier. Et effectivement, ça va encore plus nous booster pour cette nouvelle entreprise qui va vraiment apporter. Donc, effectivement, l'innovation, c'est que c'est un nouveau modèle. Vous l'avez un petit peu expliqué, c'est une entreprise adaptée du travail temporaire qui va permettre d'avoir une offre dédiée au public, exclusive pour le public en situation de handicap et qui va du coup permettre vraiment un travail de montée en compétences. Donc, évidemment, et aussi par rapport aux entreprises qui vont vouloir, toutes les entreprises du territoire qui veulent jouer leur rôle dans la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que là, nous, on apporte un diagnostic, on apporte un sourcing et un recrutement, évidemment, mais aussi la partie conseil qu'on peut faire. Et puis, effectivement, voilà, continuer la promotion et partager le plaisir qu'on a à innover et à continuer, même si la VARAP, effectivement, à bientôt 30 ans, on est toujours motivé. Donc, merci beaucoup pour ce prix. C'est vraiment... voilà, c'est boostant pour nos équipes. Merci beaucoup Céline pour votre intervention et vous avez vous-même absolument boosté le jury aussi par votre énergie, votre dynamisme qui est très communicatif. Je voulais aussi vous indiquer le petit message que j'ai reçu de Madame Rouvière qui ne peut pas parler directement mais qui nous dit ils sont très fiers d'avoir été sélectionnés, Assurantes. Je suis impatiente de partager cette reconnaissance avec toutes les équipes d'Assurantes. Bonne soirée, bien à vous. Merci à tous pour votre participation. J'ai envie de dire, après Céline Hassani, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Hein, ça représente un petit peu la soirée de ce soir et la charte de la diversité et ce mouvement collectif pour l'inclusion de tous, en convergence aussi avec les dispositifs étatiques, hein, très portés actuellement, que sont Un jeune, une solution, les clubs La France, une chance, le pacte et tous les dispositifs complémentaires qui existent sur les territoires, avec toute l'énergie des acteurs qui ont été cités ce soir. Merci encore, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles actions ensemble. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.